Les cartels pensaient dominer les airs, mais ils se trompaient lourdement. Ces derniers mois, les cartels les plus puissants du Mexique sont devenus plus audacieux, passant des camions aux drones et osant défier les États-Unis. Désormais, l'Amérique se prépare à riposter en déchaînant son arme furtive la plus meurtrière. Le B-21 Raider, surnommé le bombardier fantôme, furtif, silencieux et létal. Les chefs des cartels croyaient en pouvoir abattre tout ce qui pénétrait leur espace aérien, mais comment combattre ce qu'on ne peut même pas voir? Et que se passe-t-il lorsqu'ils vont trop loin? Rejoignez-nous pour découvrir ce qui arriverait si un cartel mexicain osait défier le bombardier fantôme américain. Les cartels mexicains dominent depuis longtemps le monde souterrain de la contrebande, utilisant drones, camions et technologies avancées pour faire passer des marchandises illégales, échapper aux forces de l'ordre et terroriser les communautés. Ils représentent un problème majeur depuis des décennies et leur influence ne fait que croître. Des années 1980 à aujourd'hui, ces cartels ont été une force constante, semant la violence et l'instabilité à travers le Mexique et au-delà de ses frontières. Ils s'adaptent rapidement et répliquent brutalement dès qu'ils se sentent menacés. Un schéma qui s'est répété tout au long de l'histoire mexicaine. En 2006, lorsque Felipe Calderón devient président du Mexique, il déclare une guerre contre la drogue, envoyant l'armée combattre les cartels. Mais loin de réduire la violence, cette décision déclenche un bain de sang. Les cartels ripostent en ciblant les forces de l'ordre, les militaires et les responsables gouvernementaux. Des forces de police entières démissionnent de peur, et certains dirigeants sont assassinés en plein jour. Mais les cartels ne s'arrêtent pas à la violence physique. Ils recourent à la terreur, exposant publiquement des corps mutilés pour instiller la peur et contrôler le récit médiatique. L'un des exemples les plus glaçants de leur puissance a eu lieu le 17 octobre 2019, lorsque les autorités mexicaines arrêtent Ovidio Guzmán López, fils du tristement célèbre baron de la drogue Joaquín El Chapo Guzmán. En réponse, le cartel de Sinaloa lance une contre-attaque brutale. Environ 700 sicaires lourdement armés, avec véhicules blindés, mitrailleuses et roquettes, attaquent des civils, des bâtiments officiels et des forces militaires à Culiacán. Cet événement violent, connu sous le nom de bataille de Culiacán ou Jeudi noir, submerge l'armée mexicaine. Au final, le gouvernement relâche Guzmán pour stopper l'effusion de sang, preuve de la puissance et de l'organisation des cartels. Les cartels attaquent également les médias, les journalistes et les civils. De nombreux reporters ayant écrit sur leurs activités ou dénoncé la corruption gouvernementale ont été assassinés. Certaines années, le Mexique s'est révélé plus dangereux pour les journalistes que des zones de guerre comme la Syrie ou l'Ukraine. Les cartels contrôlent ce que la population peut voir ou entendre par la peur et la violence, rendant toute opposition quasiment impossible. Leurs actes ne connaissent aucune limite. Les cartels mexicains font passer d'immenses quantités de drogues illégales aux États-Unis, alimentant la dépendance, les overdoses mortelles et la criminalité croissante. Pour contrer cette menace croissante, l'administration Trump envisage d'utiliser des drones pour frapper les cibles des cartels au Mexique, dans le but d'affaiblir les gangs qui font passer les narcotiques à travers la frontière sud, selon 6 responsables américains actuels ou anciens issus de l'armée, des forces de l'ordre et du renseignement. Actuellement, la Maison-Blanche, le département de la Défense et les services de renseignement commencent à discuter d'une intervention. Ils envisagent d'utiliser des drones pour viser les chefs de cartel et leurs chaînes d'approvisionnement au Mexique, mais seulement si le gouvernement mexicain donne son accord. Cependant, rien n'a encore été décidé. Les États-Unis n'excluent pas non plus d'agir seuls, en menant des frappes secrètes sans en informer le Mexique, si la situation devenait critique. Il n'est même pas certain que cette idée ait été présentée aux autorités mexicaines à ce jour. Si les États-Unis et le Mexique coopèrent, ce ne serait pas la première fois qu'ils unissent leurs forces contre les cartels. L'armée et les services de renseignement américains ont déjà soutenu la police et l'armée mexicaine par le passé. Mais ce nouveau plan pourrait être inédit, impliquant plus de forces américaines et, pour la première fois,
l'usage direct de drones américains pour bombarder des membres de cartels et leurs opérations. Compte tenu de l'historique de violence et de représailles, il est facile d'imaginer la réaction des cartels si les forces américaines lançaient des opérations transfrontalières. Mais la différence aujourd'hui, c'est que la riposte pourrait ne pas se limiter au Mexique. Elle pourrait se produire sur le sol américain. Avec leurs ressources et leur influence, les cartels pourraient exporter leurs tactiques de terreur au-delà de la frontière. Les conséquences d'une telle attaque pourraient être dévastatrices pour les deux pays, soulevant de sérieuses questions sur la capacité des États-Unis à faire face à cette menace sur leur propre territoire. Le territoire américain est loin d'être à l'abri des conséquences dangereuses d'une action militaire directe contre les cartels de la drogue mexicains. Si une telle campagne devait avoir lieu, les cartels ne resteraient certainement pas de leur côté de la frontière, en attendant l'attaque inévitable. Au contraire, ils utiliseraient leur réseau vaste et sophistiqué, qui s'étendent des grandes villes américaines comme Los Angeles et Chicago jusqu'à des communautés rurales isolées, pour riposter à toute opération transfrontalière. Ces réseaux bien établis, qui facilitent le trafic de drogue et d'autres activités criminelles, serviraient de structure parfaite pour orchestrer des représailles. Les cartels mexicains ne sont pas étrangers à la violence et ont prouvé à maintes reprises leur capacité à cibler des responsables gouvernementaux dans leur propre pays. Ces dernières années, ils sont devenus de plus en plus audacieux, s'attaquant à des policiers, militaires et fonctionnaires pour intimider et déstabiliser l'État. Il est donc facile d'imaginer que, s'ils étaient à provoquer, les cartels adopteraient des tactiques terroristes similaires contre des figures politiques, des chefs de la police ou des membres de l'armée sur le sol américain. Leur influence dépasse largement les frontières du Mexique. Ils entretiennent également des liens avec des réseaux bancaires clandestins chinois, ainsi qu'avec des gangs basés aux États-Unis, qui pourraient les aider à exécuter ces actions violentes. Avec l'aide de ces réseaux criminels, les cartels seraient en mesure de lancer des attaques coordonnées et ciblées contre des responsables gouvernementaux et militaires américains. Outre leur capacité de violence physique, les cartels se tournent de plus en plus vers la technologie pour renforcer leurs activités criminelles. Une menace croissante réside dans leur aptitude à mener des opérations cybernétiques. Grâce à ces capacités numériques, ils peuvent aller collecter des renseignements sur des cibles potentielles, comme des départements gouvernementaux américains ou des institutions privées. Par ces attaques, ils pourraient infiltrer des infrastructures critiques et dérober des informations sensibles, renforçant encore leur pouvoir criminel. Ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est que leur puissance financière leur permet de corrompre la politique locale et les forces de l'ordre. Les cartels pourraient utiliser leur argent et leur influence pour intimider ou soudoyer des membres du gouvernement américain, créant un climat où les responsables politiques ou policiers hésitent à les affronter. Les cyberattaques pourraient perturber le fonctionnement normal du gouvernement, notamment si des départements clés devaient gérer des failles de sécurité. Ces attaques pourraient paralyser les opérations et obliger les autorités à détourner des ressources pour réparer les dégâts au lieu de traiter des urgences. L'effet domino de ces perturbations pourrait se faire sentir dans les communautés et accentuer leur instabilité. La population elle-même serait affectée. Ces attaques pourraient toucher les réseaux électriques, les services essentiels, provoquant panique et peur à grande échelle. Au fil des années, les cartels ont adopté le modèle du cybercrime en tant que service, leur permettant de s'infiltrer plus facilement dans les institutions publiques et privées. Ce changement de stratégie marque une évolution inquiétante de leurs opérations, les rendant plus difficiles à repérer et à neutraliser. Si les cartels combinaient leurs capacités numériques à des actes violents dans les quartiers qu'ils contrôlent aux États-Unis, ils pourraient provoquer une panique généralisée. Cela engendrerait probablement une réaction populaire, avec des citoyens appelant à l'arrêt des opérations militaires au Mexique. Cette peur et cette instabilité pourraient créer un climat politique défavorable à la lutte contre les cartels, compliquant le travail des autorités américaines tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Toute campagne militaire américaine contre les cartels mexicains n'aurait une chance de réussir que si elle était accompagnée d'une collaboration étroite avec le nouveau gouvernement mexicain de la présidente Claudia Sheinbaum.
Cette dernière s'est engagée à combattre plus agressivement le crime organisé, ce qui représente une opportunité pour les États-Unis de renforcer les efforts antidrogue du Mexique. Une action conjointe incluant des forces spéciales, un partage accru de renseignements et des programmes de formation sur mesure pourrait grandement renforcer les capacités du Mexique. Cependant, un autre élément crucial de cette lutte est la lutte contre la corruption profondément enracinée au Mexique. Cette corruption a longtemps été un obstacle au démantèlement des cartels, et la combattre sera essentielle à toute stratégie efficace. Les États-Unis doivent chercher à renforcer leurs partenaires mexicains plutôt qu'agir unilatéralement, car les actions isolées entraînent souvent une escalade de la violence et des conséquences imprévues. Lorsque toutes les autres options sont épuisées, les États-Unis peuvent envisager des opérations ciblées contre des membres clés des cartels, mais uniquement avec l'accord et la coopération du gouvernement mexicain afin que chaque mission contribue aux objectifs communs de lutte contre le narcotrafic. À l'intérieur même de son territoire, les États-Unis doivent aussi se préparer à d'éventuelles représailles des cartels. Washington devrait renforcer la coopération entre les agences clés telles que la Drug Enforcement Administration, DEA, le Federal Bureau of Investigation, FBI, et le Department of Homeland Security, DHS, pour garantir une identification et une neutralisation rapide des menaces liées aux cartels. Le National Protection Framework de 2016 du DHS définit déjà des stratégies de coordination qui doivent être renforcées. Cela inclut le soutien accru aux agences de sécurité qui luttent contre les gangs affiliés aux cartels sur le sol américain, ainsi que le renforcement des défenses contre de potentielles cyberattaques que les cartels pourraient utiliser comme moyen de représailles. En mettant en place ces mesures de défense dès maintenant, les États-Unis seront mieux préparés à toute intensification des opérations militaires contre les cartels qui pourraient être nécessaires sous la future administration, comme celle de l'ancien président Donald Trump. Il est également crucial de s'attaquer aux causes profondes du pouvoir des cartels. L'un des principaux moteurs de leurs activités est la demande de drogue illicite aux États-Unis. Réduire cette demande est fondamental pour affaiblir les revenus des cartels. Les États-Unis devraient élargir les ressources disponibles pour le traitement des addictions et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation pour réduire la consommation de drogue. Ces efforts ne sont pas des solutions immédiates, mais ils sont essentiels pour un progrès durable dans la lutte contre l'influence des cartels. Du côté de l'offre, il est clé de soutenir le développement économique au Mexique. Créer des alternatives économiques pour les individus qui pourraient autrement rejoindre les rangs des cartels permettrait de réduire leur recrutement. Bien que ces initiatives prennent du temps, elles sont nécessaires pour affaiblir durablement les cartels et réduire leur emprise sur le Mexique et les États-Unis. En agissant à la fois sur la demande et sur l'offre de main-d'œuvre pour les cartels, les États-Unis peuvent non seulement affaiblir ces organisations, mais aussi améliorer leurs relations avec le Mexique et encourager une collaboration économique mutuellement bénéfique. Se précipiter dans une solution avec trop de confiance, en pensant qu'une intervention militaire rapide et agressive suffira, peut être extrêmement risqué. Si elle est mal gérée, une telle action pourrait aggraver la violence, créer un chaos régional et déclencher des représailles encore plus violentes. Une solution plus intelligente et durable mêlerait puissance militaire, coopération diplomatique, soutien économique et efforts internes pour réduire la demande de biens illégaux. Cependant, si la situation dégénère, les États-Unis disposent d'un atout de taille, le Northrop B-2 Spirit, surnommé le bombardier furtif. Cet avion de guerre ultra-technologique américain a été conçu pour voler sans être détecté par les radars ennemis, prêt à frapper au moment opportun. Doté de la technologie furtive, il peut pénétrer des défenses anti-aériennes lourdes. Le B-2 possède une forme unique d'aile volante et est opéré par un équipage de 2 personnes. Il a été développé par Northrop, devenu Northrop Grumman, avec des contributions de Boeing, Hughes et Vought, et a été produit entre 1987 et 2000. Le bombardier peut transporter des armes conventionnelles et nucléaires. Il est capable de larguer jusqu'à 80 bombes guidées par GPS de 500 livres
ou 16 bombes nucléaires de 2400 livres, ce qui en fait un avion extrêmement polyvalent. C'est le seul avion actuellement en service capable de transporter de lourdes armes air-sol tout en restant indétectable. Le B-2 peut effectuer des missions de bombardement à des altitudes allant jusqu'à 50 000 pieds et à une portée de plus de 6 000 milles nautiques sans ravitaillement, et plus de 10 000 milles nautiques avec ravitaillement en vol. Il a été officiellement déployé en 1997, devenant le deuxième avion à utiliser une technologie furtive avancée après le F-117 Nighthawk. Bien qu'il ait été conçu principalement pour des missions nucléaires, le B-2 a été utilisé pour la première fois au combat en 1999 pendant la guerre du Kosovo, où il a largué des bombes conventionnelles. Il a également été engagé dans des conflits en Irak, en Afghanistan, en Libye et au Yémen. Le Northrop B-2 a été développé dans le cadre d'un projet ultra secret nécessitant des habilitations de sécurité spéciales pour tous ceux qui y travaillaient. Contrairement au programme du F-117 de Lockheed, le projet B-2 était un peu moins confidentiel. Plus de personnes au sein du gouvernement américain en étaient informées et certains détails étaient repartagés plus largement. Néanmoins, de sa conception à sa mise en service, un immense effort a été déployé pour garder secrètes ses caractéristiques et sa technologie. Les employés ont dû subir des vérifications d'antécédents poussées et maintenir une stricte discrétion. L'un des principaux lieux liés au projet était une ancienne usine Ford, située à Pico Rivera, en Californie. Elle a été transformée en installation top secrète. Les ouvriers étaient liés par le secret et pour éviter d'éveiller les soupçons, l'armée achetait des pièces via des sociétés écrans. Des officiers militaires visitaient le site en civil et les travailleurs étaient régulièrement soumis à des tests au détecteur de mensonges. Pendant des années, le Government Accountability Office, GAO, et même certains membres du Congrès n'étaient pas informés du projet, avec très peu de données accessibles jusqu'au milieu des années 90. La première présentation publique du B-2 a eu lieu le 22 novembre 1988 à l'usine 42 de l'US Air Force à Palmdale, en Californie, où l'appareil a été assemblé. L'événement était extrêmement contrôlé, avec des restrictions strictes sur ce que le public pouvait voir. Les invités n'étaient pas autorisés à observer l'arrière du B-2, mais certains journalistes astucieux du magazine Aviation Week ont tout de même réussi à prendre des photos aériennes de cette partie secrète, car l'espace aérien au-dessus du site n'était soumis à aucune restriction. Le premier vol public du B-2 a eu lieu le 17 juillet 1989, entre Palmdale et la base aérienne d'Edwards. L'appareil a marqué les esprits par son apparence unique et sa capacité à échapper au radar tout en étant conçu pour effectuer des frappes puissantes. Le secret entourant le B-2 a aussi attiré des menaces. En 1984, un employé de Northrop nommé Thomas Patrick Kavanagh a tenté de vendre des informations classifiées sur le bombardier à l'Union soviétique. Il a été arrêté et condamné à la prison à vie en 1985, avant d'être libéré sur parole en 2001. Un autre cas s'est produit en 2005, lorsqu'un ingénieur nommé Noshir Gowadia, impliqué dans la conception du système de propulsion du B-2, a été arrêté pour avoir vendu des informations secrètes à la Chine. Il a été condamné à 32 ans de prison. Malgré ses failles de sécurité, le développement du B-2 reste un exploit de secret militaire et d'innovation technologique. Sa capacité à pénétrer les défenses ennemies sans être détecté en fait un atout essentiel des capacités de frappe de l'US Air Force. Le B-2 Spirit est conçu pour réaliser des missions critiques, en particulier des frappes de pénétration en territoire ennemi. Sa mission principale est de livrer des charges, y compris nucléaires, sans être repéré. Il s'agit d'un appareil à aile volante, c'est-à-dire qu'il ne possède ni fuselage ni queue traditionnelle. Ce design lui confère un avantage aérodynamique tout en réduisant sa signature radar et en permettant une grande capacité d'emport. Il a une portée d'environ 6000 milles nautiques et peut se ravitailler en vol toutes les 6 heures pour prolonger ses missions. Le développement du B-2 a nécessité des avancées majeures en conception assistée par ordinateur et en fabrication de précision.
Visuellement, il rappelle les anciens prototypes de Northrop, comme le YB-35 et le YB-49, également des ailes volantes, abandonnées dans les années 50. La construction du B-2 requiert des techniques avancées pour préserver sa signature radar minimale, un élément qui le distingue nettement des anciens bombardiers comme le B-1B ou le B-52. Son équipage se compose de 2 personnes et l'appareil est hautement automatisé, ce qui permet à un membre d'équipage de manger, dormir ou se reposer pendant que l'autre pilote. Le B-2 est armé de divers types de munitions. Conçu à l'origine pour des frappes nucléaires, il peut transporter des bombes B-61 et B-83 ainsi que des missiles de croisière AGM-1029. Mais après la fin de la guerre froide, son rôle a évolué vers des frappes conventionnelles de précision. Il peut emporter jusqu'à 40 000 livres, 18 000 kg d'armement, y compris des bombes, Mark 82 et Mark 84, des mines Gator et même le Massive Ordnance Penetrator, conçu pour percer des bunkers fortifiés. Il peut également transporter 80 bombes JDAM, Joint Direct Attack Munitions, ce qui renforce considérablement sa polyvalence. Les systèmes avioniques du B-2 incluent des technologies de pointe, notamment le radar ANAP-Q181, qui permet de cartographier les cibles, et un système GPS intégré pour guider ses munitions. Ces systèmes sont régulièrement mis à jour pour maintenir l'efficacité du B-2 dans un environnement de guerre en constante évolution. Sa stabilité en vol est assurée par un système de commande de vol électrique, fly-by-wire, sophistiqué, piloté par ordinateur, essentiel à la maniabilité d'une aile volante sans gouverne classique. L'un des atouts majeurs du B-2 réside dans sa furtivité. Le bombardier est conçu pour minimiser ses signatures radar, infrarouge et visuelles. Ses moteurs sont dissimulés dans les ailes pour réduire la signature thermique et sa surface est recouverte de matériaux absorbant les ondes radar. Il dispose également d'un radar fonctionnant à une fréquence réduisant les interférences avec d'autres appareils. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.